Super, bravo Jennifer, d'avoir les bons réflexes. Elle a toujours Voilà, grâce à Jennifer, voilà, on se retrouve. Alors, ce soir, donc, on va essayer de voir ensemble comment gérer toute cette situation, comment gérer nos émotions face à ces événements tragiques. Et pour ça, j'aimerais d'abord je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce qui se passe en nous. En fait, quand on met des mots sur ce que l'on vit à l'intérieur, ça nous aide déjà à mieux appréhender la situation, à mieux la vivre, à mieux l'accepter, à mieux la digérer. Quand on n'est pas conscient de ce qui se passe, Ah, et ça que y est, ça y est. mais quand on comprend, non, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive et qu'on se reconnaît pas et que on est très mal, mais on n'arrive pas à comprendre ce qu'on a et ça nous échappe, c'est là que ça va de plus en plus mal en fait. C'est là que ah oui, par contre, je vais vous demander Je de la couper voyais les tout à l'heure, micros. mais je l'entendais pas. Maintenant, c'est le contraire. Ah, peut-être Jennifer, vous avez moyen de couper peut-être les micros, ouais. Merci. Ouais, ça y est. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on a laissé le micro ouvert. Et donc, je vous disais, on a besoin de mettre des mots. Dans un premier temps, on va mettre des mots sur tout ce qu'on passe là, tous. Et on va ensuite, bien sûr, vous donner des astuces pour rebondir Bezrat Hachem. Maintenant, j'aimerais vous... Attendez, je vais mettre quand même mon petit texte. Vous me connaissez un peu. Enfin, je ne sais pas si là, vous êtes celle que vous me connaissez. Il doit y avoir un peu de tout ou pas. Mais en général, enfin, souvent, je fais, pas toujours avec un texte sous les yeux, mais là, vu l'importance du sujet, j'ai quand même voulu écrire certaines choses. Alors, juste une seconde, je me mets bien ça en dessous pour pas oublier les éléments. Il est où? Il est là. Voilà. Et, et voilà. Attends, hop. Et ça vient. Excusez-moi pour cette petite pause. Euh, voilà, on y va. On monte. Ouais, j'ai plein de choses à vous dire ce soir. Plein, plein, plein. Ah, attendez, je remonte. Il est très lent. Voilà. Et la technologie. Voilà, je crois qu'on est dans un monde de technologie. Alors, voilà. En fait, ce que je veux vous dire aussi, c'est que pourquoi on se sent si mal? Bon, c'est pas très difficile à savoir, évidemment. Les nouvelles ont été très brutales, très violentes, et il n'y a pas eu, entre guillemets, enfin, même si on avait eu une préparation, il n'y a pas eu de préparation, même si on avait eu une, ça aurait été violent. Mais là, en plus, on était quand même dans un état plutôt calme ces derniers temps. Bon, il y a eu des choses, il y a toujours des choses qui se passent, mais il n'y avait pas un état de guerre. Il n'y avait pas cet état encore. Euh, on n'avait pas l'impression, justement, on vient de vivre le corona, on s'en remettait tout juste. On était quand même dans un train-train quotidien, et d'autant plus que là, on était dans une période de fête, donc une période de joie, où chacun se retrouve en famille. J'ai envie de vous dire, les gens qui pratiquent comme les gens qui pratiquent pas trop, il y a quand même des traditions où on va se retrouver. Donc, on était tous quand même très reliés les uns aux autres, dans une espèce de, presque, j'ai envie de dire, d'euphorie, en fait, parce que c'était une période assez privilégiée, la période de fête en général, bien sûr, chacun au cas par cas, mais en général, la période de fête, c'est une période de reconnexion, c'est une période d'introspection, c'est une période où on se sent comme un petit peu porté, on a plein de choses à faire, on n'a pas trop, presque, non, on a le temps de s'introspecter, en tout cas, on essaye de le prendre, mais il y a énormément de choses auxquelles il faut penser. On est emporté par tout ça. Et là, ça a sonné comme un glas, comme ça. D'un coup, un événement insoupçonné est arrivé et d'une violence inouïe. Et en plus, malheureusement, on est dans un monde d'images. Les images sont arrivées à nos yeux très violentes. Bon, j'espère que vous ne les avez pas toutes vues. Moi, personnellement, j'en parle parce que j'entends les gens qui m'en parlent, mais je ne les ai pas vues. Et j'en ai vu quelques, enfin vraiment, j'ai vu des images, j'ai pas vu des vidéos, j'ai pas vu tout ça. Et déjà comme ça, j'ai mal vécu, hein, comme tout le monde. Alors, il y a énormément de raisons, évidemment. Il y a le fait que c'est des drames multipliés par des centaines, malheureusement. Ça se passe dans notre peuple, ça se passe dans notre pays. Donc, c'est très, 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 très surprenant. D'accord? Je ne sais même pas s'il y a des mots assez forts, en fait, pour exprimer nos émotions. Et en fait, comment on appelle ça? On appelle ça un traumatisme. On a tous été traumatisés par la violence de tous ces événements. Mais en fait, on appelle ça aussi, si vous voulez, les gens qui l'ont vraiment vécu dans leur chair, on peut dire qu'eux, ils sont traumatisés, évidemment, pour tous ceux enfin, les otages et ceux qui sont sortis de ça, ont vécu un traumatisme. En fait, nous qui l'avons vécu par
En fait, on appelle ça un traumatisme par procuration. C'est-à-dire que même si nous, parce qu'on pourrait dire, ah, bah, c'est de l'actualité, il se passe toujours des drames, des guerres, il y en a déjà eu. Oui, non, mais plusieurs choses. D'abord, on recadre déjà le contexte. Déjà, nous, il s'agit de notre peuple. Déjà, on est déjà un peuple quand même pas mal traumatisé parce que malheureusement, dans notre histoire, il y a déjà 60 ans, on a déjà vécu une guerre traumatisante et terrible et horrifiante, effrayante, effroyable. Enfin bref, on peut trouver tout un tas d'adjectifs pour essayer de définir toute l'horreur qu'on a dû vivre dans notre peuple. Et là, on revit quelque chose. Donc, c'est notre peuple qui le vit. C'est pas non plus même si ça fait énormément de peine, voilà, tout ce qui se passe en Ukraine, on est déjà très touché par tout ça. Mais quand c'est notre peuple, quand c'est notre histoire, quand c'est notre entité en fait qui est touchée, c'est encore plus violent. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que même si nous, je veux dire, ouais, et puis on est tous touchés en fait, hein, qu'on soit en France, aux États-Unis, peu importe dans le monde, le juif dans son identité est touché. Parce que clairement, ceux qui sont partis de ce monde et ceux qui sont pris en otage, ils sont pris en otage parce que juifs, en fait. Il n'y a pas d'autre raison, et de toute façon, nos ennemis le clament et le disent. Donc, tous les juifs du monde entier se sentent concernés par tout ça. Et, hum, et c'est ça qui rend aussi le traumatisme très, très, très violent pour ceux qui l'ont peut-être pas vécu, on va dire, enfin, comment on va dire ça, techniquement dans leur chair, peut-être pas, mais notre histoire est touchée, notre âme est touchée en fait, notre identité est touchée. Donc oui, on souffre très clairement, et oui, on a été ébranlé complètement dans tout ce qui touche à notre être et tout ce qui touche à notre sécurité, que ce soit physique, que ce soit affective. Je vous ai souvent fait des cours sur la sécurité affective en vous expliquant que plus on se sent stable dans notre environnement et plus finalement notre être se sent bien. On est stable émotionnellement, c'est là qu'on n'est pas irritable, qu'on ne pique pas des crises, qu'on se sent bien, enfin bien, même s'il peut y avoir des difficultés comme dans le quotidien, comme tout le monde en passe, on arrive à y faire face parce qu'on a un environnement émotionnel stable. Bah là, finalement, notre sécurité intérieure, elle a été touchée de plein fouet par toute cette violence-là. Et puis, n'oublions pas aussi un élément, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est pas un traumatisme, en fait, euh, euh, dans sa définition, c'est on est traumatisé et puis après, on essaye de le guérir. Mais là, en fait, le traumatisme continue. Les otages sont toujours là-bas. Ils sont toujours sous les mains d'ennemis monstrueux qui n'ont ni foi ni loi. Le pays est toujours en guerre. Et nos soldats sont toujours, ne sont même pas encore rentrés à Gaza, mais s'apprêtent à le faire. Donc, il y a toujours cet état comme ça d'incertitude, d'anxiété, de peur. Donc, nos émotions, en fait, vont dans ce sens. On est comme sur une vague, là, sur une énorme tempête, j'ai envie de dire, nationale. Et nous, on doit, en fait, tenir le cap sur cette tempête-là. Et puis, en plus, on doit continuer à vivre, on doit continuer à s'occuper de nos enfants, si on a des enfants, on doit continuer à aller au travail, alors surtout quand en Israël, il y a certaines choses qui sont arrêtées, il y a des magasins qui ferment, il y a énormément de choses, un peu comme Corona, où c'est la moitié du pays qui est paralysé, mais parce qu'il y a beaucoup d'œuvres en Elohim et ainsi de suite. En France, on continue à travailler normalement. Donc, c'est un peu bizarre, c'est un peu décalé, c'est-à-dire comment je continue à travailler alors que mon esprit, il est complètement dans la peur, en fait. Il est dans la crainte. Il craint pour sa vie. Combien j'ai de femmes en consultation qui me disent, de France, qui me disent, je tremble. Voilà, aujourd'hui, j'en avais une qui devait recevoir une livraison de Carrefour, d'accord? Et elle me disait, je ne veux pas que ce soit les enfants qui reçoivent la livraison parce que c'est souvent les musulmans qui viennent livrer, j'ai peur. On ne sait pas, on sait pas. On se sent en danger partout, en fait. Et là, en fait, le traumatisme, finalement, s'installe et continue. Et c'est donc, forcément, c'est d'autant plus difficile, euh, j'ai envie de dire, à enrayer. D'accord? Mais justement, attention, ne désespérons pas. On est là pour se renforcer ce soir. Là, je vous pose juste des mots pour expliquer un petit peu où on en est, pour nous positionner et pour comprendre pourquoi c'est si vivant en nous, pourquoi c'est aussi fort, pourquoi ça nous fait trembler de l'intérieur. J'ai encore eu une dame enfin une dame et même d'autres, mais là son témoignage était très fort. Elle me disait, euh, s'il vous plaît, faites un cours là-dessus, faites une question, faites ce que vous voulez, mais comment ça se fait que je tremble, je n'arrive pas à bouger, je tremble pour mes enfants, je n'arrive pas à les mettre à l'école, je suis perturbée, elle est en France. Je vous en supplie, je transpire de partout. Et alors, enfin, je suis pas bien.
Et comment on peut s'en sortir, comment on fait, comment on gère, c'est pas possible. Donc, voilà, tout ça, c'est pour poser le contexte que vous connaissez, mais c'est important de le redéfinir pour que vous sachiez aussi que vous êtes normal, que tout ce que vous vivez, c'est légitime et ça a une explication finalement. Tout ce contexte-là, en fait, l'explique. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus psychologique. On va dire, on va rentrer un petit peu plus dans les termes psycho pour aussi mettre des mots, des mots, des définitions. Ça aide énormément aussi à reprendre le dessus, à reprendre le contrôle justement de nos émotions quand on sait que finalement ça s'explique, c'est un phénomène connu. On n'est pas en train de vivre quelque chose, enfin si, on est en train de vivre quelque chose de fou, si, je peux le dire, mais, euh, mais quelque part, il y a une explication rationnelle à tout ça. Ça nous permet quand même de pas rester que dans l'émotionnel. Parce que là, notre émotionnel, il est très, 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 très fort. Et on doit réussir, à, en fait, à le dominer, toutes ces émotions. On doit réussir comme à leur dire, OK, je sais, toi, c'est ça, ce sentiment-là, c'est ça. Là, je vais vous donner des mots, hein, bien sûr, mais ça permet comme ça de mettre de l'ordre, en fait, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce désordre. Alors, ce qu'on a quelque part tous vécu, il y a un mot très fort, en fait, qui définit la première étape, si on veut, d'un acte, d'une situation de danger, qu'on appelle la sidération. La sidération, c'est donc déclenché par une situation de danger. Ça provoque un état de choc, de terreur et d'incompréhension totale. Donc là, vous reconnaîtrez que c'est exactement ce que là où on est, d'accord? En tout cas, bon là, ça fait malheureusement une semaine que tout ça a eu lieu. Alors pour certains, ils ont dépassé le sentiment de sidération, pour d'autres, ils y sont encore. C'est très personnel, d'accord? Mais en tout cas, il est évident que la plupart d'entre nous, tout premiers jours, en tout cas, on l'a tous passé. Après, où on en est aujourd'hui, ça c'est du cas par cas, et vous allez certainement vous reconnaître à travers ce que je vais vous dire. Vous allez pouvoir, j'espère en tout cas, mettre un mot sur les émotions du jour, d'accord? Mais en tout cas, au départ, on est tous passés par la sidération. Et, et justement, elle est provoquée, cette sidération, par le caractère particulièrement cruel, inhumain, impensable, qui est à l'origine de cette émotion-là. Lors de la violence et de l'attitude de l'agresseur et sa volonté de détruire, c'est elle qui est à l'origine de cet état. Et, et remarquez bien que l'agresseur chez nous, enfin les agresseurs, ont bien pris soin, malheureusement, de filmer leur acte immonde, de propager énormément d'images pour justement maintenir cet état de sidération chez le peuple, en fait, chez nous tout entier. Pourquoi? Pour nous maintenir dans un état de paralysie mentale. En fait, parce que la sidération, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque cet état de paralysie où, en fait, on n'arrive plus à réagir. On dissocie, en fait, nos émotions. On n'arrive même plus à ressentir quoi que ce soit. Et on est complètement paralysé émotionnellement. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on ressent plein d'émotions, mais en même temps, elles sont comme gelées parce que c'est tellement gros, ça dépasse en fait tellement l'entendement que nos émotions, que nos, oui, on devient glacé, quoi. Et plus on regarde des images et plus on regarde des infos en boucle, et malheureusement, c'est ce qu'on a tendance à faire quand on va mal, quand on a peur, on est presque assoiffé d'informations. Euh, Parce qu'on se sent en fait impuissant, mais on a l'impression que les informations vont nourrir quelque chose en nous, mais on n'arrive pas à en sortir. Euh, et en fait, ça contribue à alimenter ce sentiment de sidération, cette émotion de sidération. Et pour sidérer en fait une victime, il faut soit la terroriser par la soudaineté et la brutalité de l'agression, pour la réduire à l'impuissance, euh, soit, euh, soit la paralyser par le caractère choquant de l'agression et de sa mise en scène, qui devient impossible à intégrer, donc impossible à digérer, donc impossible à accepter, donc presque, j'ai envie de vous dire, presque impossible à avancer. Et c'est ça que l'agresseur veut finalement. Et je dis l'agresseur en englobant évidemment tous les nids, hein. C'est ce qu'il veut chez nous en fait. Il veut vraiment, son but, c'est de nous affaiblir à tout niveau, physiquement, donc malheureusement en touchant une partie comme ça bien violemment de peuple, mentalement, émotionnellement, voilà, à tout niveau pour qu'on ne puisse plus réagir. Et là est le danger, et c'est pour ça que j'en profite aussi de faire une parenthèse pour vous dire, bon, bien que c'est une parenthèse qui va de soi, c'est vraiment d'essayer au maximum de se couper de toutes ces chaînes où on voit trop d'images.
Vraiment, il ne faut pas. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour notre état. Vous l'aurez compris là, ça nous maintient dans un état qui n'est pas le bon. Parce que la sidération, en réalité, c'est un état de survie, c'est-à-dire que c'est quand même le cerveau qui est programmé pour se mettre en état de sidération, pour nous empêcher de trop souffrir, tout simplement. Parce que comme les émotions sont beaucoup trop fortes, beaucoup trop violentes, et c'est comme si notre cerveau se disait, attends, je ne sais pas faire face à tout ça, je vais m'écrouler, je ne vais pas réussir à gérer mon quotidien, donc autant tout geler. Voilà, tac, on arrête tout, on brûle tout, enfin, on arrête tout sentiment, toute émotion pour pouvoir quand même réussir, enfin, paradoxalement, en fait, se maintenir en état de survie pour quand même réussir à respirer, réussir à faire ce qu'on doit faire pour vivre, en fait, pour survivre. Mais en fait, ça aide pas quand même justement à reprendre sa vie en main, à prendre forcément les bonnes décisions. D'accord? Donc, c'est pas bon de rester dans ça. Donc là, voilà, on a passé cet état-là. Maintenant, ce qu'on doit voir, évidemment, c'est la suite. Donc là, c'est la sidération qui nous met dans une qui nous paralyse et qui peut nous mettre aussi dans des scénarios catastrophes. C'est-à-dire que notre cerveau, ensuite, il va anticiper le pire. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend notre actualité pour que ça devienne plus concret, ce que je vous dis, c'est là, ça s'est passé dans le sud d'Israël, mais on ne sait jamais. Et en réalité, entre nous, je veux pas, c'est pas du tout le but de vous remettre de l'angoisse, mais c'est ce que le cerveau nous fait, comment dire, nous anticipe pour nous prévenir, pour nous protéger, en fait. Lui, son but à notre cerveau, finalement, c'est cet instinct de survie, c'est de nous protéger. Donc, il va nous dire, attention, si toi, par exemple, si on habite en Israël, qui dit que ça ne va pas arriver chez nous? En plus, il y a des missiles. Qui dit que par les missiles, ils ne vont pas finalement tous nous annihiler? Qui dit qu'ils ne vont pas prendre tous nos territoires? Qui dit qu'ils ne vont pas se réapproprier la terre? Qui dit qu'ils ne vont pas nous expulser du pays? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc là, on se met dans des scénarios catastrophes terribles. Et forcément, on est maintenu dans cet état d'angoisse, de peur. Et, et là encore, on n'arrive pas forcément à agir. Or, le but de la peur, en fait, du sentiment de peur, c'est pas forcément de nous éteindre. La peur, sans parler de la sidération, est là pour nous protéger, encore une fois. Il n'est pas là pour nous annihiler ou pour enlever nos forces. Il y a deux sortes de peur, en fait. Il y a la peur qui nous paralyse et il y a la peur qui nous aide justement à canaliser notre énergie, à, à, à créer de l'action, en fait, à rentrer dans l'action. Et, et donc, nous, on doit aller chercher la peur qui va nous aider à avancer, et pas la peur qui nous paralyse comme la sidération. Donc, pour sortir de cet état de sidération, déjà, dans un premier temps, c'est d'en prendre conscience, d'arriver à se dire, OK, là, j'ai vécu un état qui n'est pas, en fait, qui n'est pas le mien. C'est-à-dire, oui, à travers ce que j'ai vu comme image, à travers ce que j'ai entendu comme nouvelle, à travers ce que mon peuple vit, je suis complètement choquée et paralysée. Mais je peux en sortir. C'est à moi, en fait, de reprendre le contrôle de mon cerveau. Et je peux le faire. Et aussi, ce qui est très perturbant, je vous rajoute un élément, c'est qu'on peut aussi vivre au niveau physique, au niveau physiologique, cet état de choc. On peut avoir un sentiment donc, de peur intense, d'horreur, d'impuissance, avec justement, cette dame qui m'a posé la question aujourd'hui, elle me dit, j'ai des palpitations, je tremble, je transpire, j'ai des frissons. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des crises d'angoisse. C'est le corps, en fait, il exprime ce malaise qu'on vit au niveau émotionnel et qu'on n'arrive plus à faire face. Et, et donc, on peut avoir, on peut avoir des symptômes physiques et physiologiques. Ça ne va pas forcément s'exprimer que dans l'émotion. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut être sûr, si on vit vraiment ça de cette manière-là, que on peut vivre aussi, on peut aussi vivre, souffrir de troubles du sommeil, de comportements alimentaires déséquilibrés. On peut avoir plus d'impulsivité, d'irritabilité. D'ailleurs, j'avais aussi une maman qui me disait, à la base, elle est prof de sport, elle est très active, vraiment, elle fait plein de choses dans sa vie. Et là, elle dit, quand elle a entendu les nouvelles, elle dit, je n'ai pas, puisqu'il y a un Israël, donc il n'y avait pas de boulot, les profs, donc les écoles ont fermé, donc il n'y avait pas de travail. Donc elle s'est assise sur le canapé, elle a allumé sa télé, elle ne bougeait plus. Elle me dit, je n'arrivais plus à bouger. Dès que les enfants arrivaient, j'éteignais et je criais sur eux. Et c'est pas du tout le genre de maman qui crie d'habitude. Mais en fait, oui, ça provoque de l'irritabilité parce qu'on vit dans une angoisse permanente. En fait, la sidération ensuite provoque de l'angoisse, une angoisse qui peut s'installer.
Et c'est ça hein, qu'on va faire ce soir. Encore une fois, je vous mets les mots, je ne veux pas vous laisser là. D'accord? Le but, c'est qu'on arrive à sortir de ce sentiment d'angoisse, qu'on arrive à rebondir et à ne pas rester dans cette émotion si forte, ces émotions si fortes qui sont donc la sidération, donc le traumatisme, la sidération, puis ensuite s'ensuit un sentiment de peur et d'angoisse latente qui nous poursuit, qui nous suit, qui nous étouffe et qui est extrêmement anxiogène. Donc là, l'idée, maintenant que je vous ai posé tout ça, j'espère que vous y voyez plus clair en vous, on va rebondir. Alors, attention, pour ceux qui ne sont plus dans l'état de sidération, peut-être que certains d'entre vous se disent j'étais dans cet état-là au début, maintenant j'ai quand même repris un petit peu du poil de la bête, je suis un peu plus dans l'action, je ne me sens pas aussi mal qu'au début. Bon, c'est déjà bien, c'est une très bonne chose. Mais vous pouvez ressentir autre chose. Vous pouvez ressentir, par exemple, de la peur quand même. Vous pouvez ressentir de la colère, énormément, énormément de colère. Vous pouvez ressentir de la peine, de la tristesse. Et la tristesse peut s'installer. Et malheureusement, ça aussi. La tristesse, c'est très dur à vivre, évidemment. Hein, c'est jamais agréable. Mais c'est une émotion importante aussi. Parce qu'on a besoin d'évacuer. On a besoin de pleurer. On a besoin, quand on voit des images pareilles, quand on voit des familles décimées, quand on voit tout ce drame, et je ne veux pas trop m'étaler parce que je risque de pleurer avec vous là, c'est normal de ressentir la tristesse. C'est humain, c'est comme ça qu'on a été créé. Et Hachem, j'ai envie de vous dire, il a créé, oui, je vais répondre à ça, il a créé les larmes, j'ai envie de vous dire, pour évacuer. C'est comme notre tuyau d'échappement, d'accord? Comme dans une voiture, il faut que le mauvais s'en aille. Et ben, c'est pareil. La tristesse, c'est pas négatif en soi. On en a besoin. Il faut que ça sorte. Donc, laissez-vous des moments de pleurs. Et voilà, là, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, euh, j'ai oublié de respirer là. Il y a quelqu'un qui m'écrit qui dit j'ai fait des allers-retours entre des moments de sidération, de force retrouvée, d'espoir de devenir sans prévenir. Et c'est exactement ça en fait. Et merci, grâce à votre question, je peux j'allais oublier un élément important. C'est que en fait, c'est des étapes qui sont non pas linéaires, mais circulaires. C'est-à-dire que on va passer de la sidération à la peine, à la colère, et parfois même, alors je dis pas là, ça fait qu'une semaine, mais parfois même à l'acceptation. En tout cas, on a l'impression qu'on est dans l'acceptation. Et hop, d'un coup, retour en arrière. On se dit, mais hier, j'étais bien. J'ai réussi à pas pleurer, ou j'ai réussi à avancer, ou j'étais joyeuse avec mes enfants. Et là, non, j'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Et hop, j'ai l'impression que je fais machine arrière. Sachez que c'est normal. Parce qu'en fait, c'est un processus. C'est un processus qui s'installe petit à petit, c'est-à-dire qui demande évidemment de l'énergie, mais qui fait des allers-retours jusqu'à retrouver une stabilité émotionnelle. Et j'ai envie de vous dire, ça ne dépend pas que de nous aussi, ça dépend du contexte, ça dépend du contexte actuel, de l'actualité en fait, de ce qui se passe. Par exemple, si on voit que y a un peu justice qui est rendue, si on voit des gens parler de ce qu'ils ont vécu presque avec apaisement et qui nous montrent qu'ils vont mieux, ou qu'il y a des solutions, ou que les pays du monde nous soutiennent par exemple, ou que nos Khayalim, voilà, nos soldats sont pleins d'espoir, ou s'il y a en fait, des signes d'espoir, des bonnes choses qui se passent, ou qu'il y ait du bon, malheureusement, dans toute cette douleur et ce mal, on voit du bon en ressortir, bah, ça peut contribuer à nous faire plus vite arriver à l'acceptation et à l'apaisement, forcément. Vous voyez, ça ne dépend, encore une fois, ça ne dépend pas que de nous, là. Ça dépend vraiment des événements qui suivent. D'accord? Mais effectivement, c'est un cercle, voilà, comme je vous le dis, qui est circulaire. Donc ça, on part, on revient, on part. Et ce qu'il faut réussir à voir quand même, c'est est-ce que notre état de sidération est un peu plus court que la première fois. Par exemple, il a duré pendant 5 heures, vous étiez bloqué devant votre télévision ou les images, ou la fois d'après, vous avez vécu peut-être, je ne sais pas, 1 heure si on pouvait quantifier, hein, c'est très difficile à quantifier en réalité, mais vous voyez que pendant 1 heure, vous étiez complètement paralysé, puis après, vous êtes revenu à la vie. Vous voyez, ce genre de choses, ça peut vous dire aussi, oui, tout à fait, des miracles de la redoute, oui, oui, on va en parler aussi. Ça peut vous faire, vous allez quand même voir que le processus s'est enclenché et qu'il y a quand même des moments où vous arrivez à sourire, vous arrivez à rire, vous arrivez à refaire surface. Vous voyez, alors que au tout début, vous n'arriviez pas du tout et vous étiez totalement figé. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est normal, ça fait partie du process. En fait. Voilà, c'est normal. Maintenant, effectivement, comment on reprend des forces, comment on survit à tout ça, en fait, hein, concrètement, comment on avance, comment on rebondit.
Alors, on a déjà, Baruch Hashem, la grande chance d'être un peuple résilient. Et la résilience, en fait, je vais vous dire quand même ce que veut dire ce mot. C'est un mot très, très important. C'est un mot qui nous définit en tant que peuple juif, franchement. La résilience, en fait, c'est la capacité à rebondir, à renaître de ses cendres. Voilà, pour la faire courte. C'est-à-dire que après avoir vécu des drames et des douleurs intenses et des traumatismes, c'est ce qu'on définit par la capacité à reprendre vie, à remonter la pente, à refaire face à la vie, mais d'une façon positive. Pas, bon, bah, comme j'en avais une qui me disait, bah, la vie, c'est marche ou crève, alors je décide de marcher. Oui, ok, mais pas dans ce sens-là, dans le sens plus joyeux de la chose, dans le sens, ok, j'ai vécu des choses terribles, mais en fait, je me sers aussi de ce que j'ai vécu comme d'un engrais et je recycle ça dans le bien. J'en fais quelque chose de positif. À l'image de quelqu'un qui a vécu un drame, par exemple, familial ou qui a perdu un enfant et qui dit, je vais créer une association pour aider. Par exemple, il a perdu d'une certaine manière, il dit, je vais créer une association pour que ça n'arrive plus jamais, pour prévenir les parents de telle ou telle éventualité médicale ou de telle. Ouais. Ça, c'est de la résilience. Maintenant, ça n'efface pas la douleur, évidemment. La douleur, elle est là. L'enfant, enfin, disons, si on parle d'un cas pareil, l'enfant, il manque toujours, ainsi de suite. Mais on a fait quelque chose de cette douleur et ça nous permet finalement de nous engager dans une action qui nous permet de de se dire, bah, cette personne, elle est partie, mais pas pour rien. Et ça donne du sens à l'épreuve, en fait. Et ça, c'est quelque chose de résilient. C'est une forme de résilience. Et, euh, et ben, au Hachem, on a été plus que résilient au cours de notre vie, hein, au cours de notre histoire. On l'a été. Et l'idée, c'est de continuer en fait, à l'être. Là, on est en plein dans le drame, mais on doit chercher en fait, à l'être. Alors, on va voir déjà comment au niveau mécanisme psychologique. Et ensuite, ouais, on va voir comment s'engager dans une action, parce que ça aussi, c'est important. Mais vous allez m'excuser 3 minutes. Je vais allumer le masgan, vous savez, la clim, parce qu'il fait très chaud et j'avais oublié. Je m'excuse, je reviens dans 2 petites minutes. Voilà, je suis de retour. Désolée pour cette interruption. Euh, Voilà, donc je vous disais, on va voir ensemble comment, au niveau encore psychologique, comment on devient résiliente, si vous voulez, même si nous, au Hachem, le peuple juif, on le porte dans notre ADN. On a vécu énormément de choses et pourtant, au Hachem, on est encore là et on se bat encore et on a de l'énergie. Et quand on voit les soldats, quelle force ils ont, comment ils chantent entre eux, j'espère que ces vidéos-là, vous les avez regardées, où justement, ils sont dans la joie, ils disent on vaincra, Israël est à nous, on va pas se laisser faire. Enfin, et puis, ils sont dans la redoute, en fait. Ils se soutiennent les uns les autres, ils se bénissent les uns les autres, ils se montrent beaucoup d'amour, en fait, les uns les autres. Et malheureusement, cette année, peut-être qu'on n'a pas été assez dans l'unité. Et là, au moins, les gens se reconnectent les uns aux autres. Alors, évidemment, c'est triste d'en arriver là pour se reconnecter les uns aux autres. Il aurait mieux valu qu'on apprenne avant. Mais c'est une forme de résilience de se dire on se soutient et ensemble on va affronter l'ennemi, ensemble on va y arriver. Ça veut dire on s'écroule pas finalement. Ça veut dire qu'on s'effondre pas. Ça veut dire qu'on se laisse pas paralyser. Ça veut dire que malgré le drame et malgré la douleur, on s'en sert. Voilà, comme je vous disais, comme de l'engrais, comme un peu vous diriez. Enfin, je vous dis dans le processus. Donc on vit, il y a de la colère, mais la colère, elle est bonne aussi parce que on sent qu'on est vivant. Si on l'utilise pour se défendre, si on l'utilise pour agir, alors elle a lieu d'être finalement. Euh, Maintenant, comment en fait la résilience, elle a lieu finalement en nous grâce en fait à ce qu'on appelle à une intelligence émotionnelle développée. En fait, l'intelligence émotionnelle, ça se définit par 5 éléments. La conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation profonde, l'empathie et la maîtrise des relations à l'autre. Et plus on a une intelligence émotionnelle élevée, et plus on remontera facilement la pente face justement à toutes ces émotions, à cette sidération, à tout ce qu'on a dit en fait.
Ce processus, finalement, se fera plus rapidement si, de base, on a une intelligence émotionnelle élevée. Donc, comment on peut ça se pratique, hein, ça se travaille, ça, l'intelligence émotionnelle. Bien sûr que c'est un peu comme l'intelligence, j'ai envie de dire, rationnelle, mathématique, elle se développe avec le temps. On a un potentiel, mais elle se développe. L'intelligence émotionnelle, c'est pareil. Donc, on peut encore le faire pour nous aider justement à mieux remonter la pente. Donc, la conscience de ça, c'est-à-dire de soi, pardon, le premier point que je vous ai énoncé, c'est fait notre faculté à prendre conscience de nos aspirations, de nos intuitions et de nos motivations et aussi de nos ressentis. D'accord? Donc, de prendre conscience. Donc là, parce que j'espère vous avoir aidé à faire ce soir, donc vous avez pris, j'espère, avec tout ce qu'on a dit, conscience de la position émotionnelle dans laquelle vous êtes. D'accord? Ça permet de connaître un petit peu, se reconnaître soi-même où on en est et de voir un peu nos faiblesses, nos forces. Et ça développe nos connaissances de nous, de soi. D'accord? Première étape, là, j'espère que vous l'avez fait ce soir et vous pourrez même après le cours prendre un papier, un stylo, juste après le cours pour pouvoir battre le fer tant qu'il est chaud, prendre un papier, un stylo et écrire ce que vous ressentez, dans quelle phase vous pensez être. Est-ce que vous êtes dans la peine? Est-ce que vous êtes dans la colère? Est-ce que vous êtes encore dans la sidération? Est-ce que vous avez beaucoup de peur? Est-ce que vous avez beaucoup d'angoisse? Est-ce que vous vivez dans l'angoisse? Est-ce que vous faites beaucoup de cauchemars, par exemple? Vous notez où vous en êtes. Et ça vous aide à prendre conscience de votre être, où il se trouve au niveau émotionnel. Maintenant, les aspirations. Quelles sont vos aspirations? Et là, j'ai envie de vous dire, vos aspirations sont mes aspirations, sont les aspirations de toutes celles qui sont là ce soir et de tout notre peuple. En fait, on a quelque chose de très fort en nous, c'est qu'on a plus ou moins toutes et tous, nous, le peuple juif, les mêmes aspirations. Et ça, c'est une énorme force. Parce que finalement, ce n'est pas comme si on était dans cette société individualiste, seul chacun dans son coin à travailler ses petites aspirations individuelles. Pas du tout. Nous, et c'est ça qui nous donne une force, mais je vous dis incommensurable, c'est qu'on a l'aspiration de se retrouver déjà sur notre terre. Après ces 2000 ans d'exil, on a Baruch Hashem retrouvé notre terre. Après, malheureusement, la Shoah, qui a été énorme à vivre, évidemment. Mais on a retrouvé une terre. On a retrouvé une langue commune. On l'avait. On a pu pratiquer la Torah ensemble. Alors, pour ceux qui la pratiquent, évidemment, je ne dis pas que tout le monde pratique et que tout le monde est là-dedans. Mais en tout cas, pour ceux qui pratiquent ou qui sont et qui croient en la Torah, d'accord? Mais c'est une force énorme parce que nos aspirations se réunissent toutes. On voit loin. On voit la Géoula, enfin on veut la Géoula, on aspire à la Géoula, on aspire à la gloire divine sur terre, on aspire à plus de lumière sur la terre, quoi, de lumière. On aspire à du bien, à répandre le bien. On aspire à être un peuple uni et fort. On aspire à créer des familles construites et aimantes. On aspire, j'ai envie de vous dire, voilà, là, si je vous posais la question, j'imagine, là, si je vous disais, est-ce que vous aspirez tout à ça? Vous pouvez le faire d'ailleurs, ça vous rendrait peut-être actif dans le cours d'ailleurs, c'est pas mal. Dites-moi, est-ce que vous aspirez tout à ça? Est-ce que j'ai réuni la plupart de vos aspirations? Et s'il y en a d'autres, écrivez-les d'ailleurs. On va transformer le cours en atelier bientôt. Mais en fait, l'idée, voilà, c'est ça. On aspire toutes à la même chose. Alors, vous allez me dire, mais le monde entier aspire à la paix. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense que la plupart d'entre nous, à moins qu'on soit sociopathe ou psychopathe, on aspire tous à la paix dans le monde, on aspire tous à des belles choses. Mais ce qui nous rapproche, c'est notre histoire. On a une histoire en commun qui est très, très riche, très, très forte. Et voilà, on attend le Mashiach. On a tous la même... ça crée une proximité énorme entre nous, en fait. Et donc, j'ai envie de vous dire, quand je vous dis la conscience de soi, dans le premier élément de l'intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire que là, c'est de l'intelligence, j'ai envie de dire que l'intelligence émotionnelle à l'état individuel, là, on va essayer ce soir même de développer l'intelligence émotionnelle au niveau du peuple. D'accord? Et c'est ça qui va nous aider à nous reconnecter à nos ressources, à nos forces, à nos énergies et à reprendre le dessus sur tout ce qui vient de se passer. Donc, notre intelligence émotionnelle, qui, d'abord, premier point, c'est la conscience de soi, j'ai envie de dire la conscience de nous en tant que peuple. On a des aspirations communes, donc on veut qu'on soit le peuple uni, on veut être un peuple fort, on veut comment dire, on veut notre royauté, enfin on veut qu'il y a ça y est, que le Mashiach arrive et que notre temple soit reconstruit, que le troisième temple arrive et soit reconstruit. On veut
être dans l'unité, on veut être dans la joie, on veut être proche d'Hachem, on veut être connecté à lui, on veut que sa lumière descende, on veut pouvoir la transmettre. Voilà. Tout ça, c'est nos aspirations. Et vous voyez, et vous pouvez en rajouter évidemment, et même me les partager, que je puisse les dire avec plaisir. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a toutes là, je pense, ce soir, et encore une fois, vous pouvez me le confirmer, vous êtes invités à le faire, toutes les mêmes inspirations. Et c'est rassurant. Ce que je veux vous dire là, c'est que oui, on passe du prat au klal, exactement, c'est-à-dire on passe de l'individu à la collectivité, et c'est très rassurant et très apaisant et très renforçant. Parce qu'en réalité, enfin, je dis encore une fois parce que je l'ai dit dans un autre cours, je pense que cette semaine, j'ai fait pas, la semaine dernière, j'ai fait 2 cours, et ce cours, je pense qu'il réunit tout ce que j'ai voulu dire les 2 autres cours. En fait, on est dans une société malheureusement très individualiste, et c'est le gros fléau finalement de notre génération. Et nous, la Torah, elle est anti-individualiste, et elle est anti-capitaliste. Tout ce que le capitalisme nous dit de faire, finalement, j'ai envie de me dire, nous, la Torah nous dit le contraire. Là où on nous dit reste chez toi, enferme-toi, quoi, occupe-toi de ta petite famille, la Torah nous dit occupe-toi des autres. C'est-à-dire, occupe-toi de toi, évidemment, le précepte commence chez nous, mais donne aux autres, partage, comment dire, rapproche les autres, renforce les autres. Enfin, en fait, notre but à nous, c'est-à-dire, c'est oui, de renforcer nos familles, mais dans le but de créer un peuple fort. Donc, c'est dans une collectivité, ça s'inscrit dans une collectivité. Alors que finalement, le capitalisme, c'est hallucinant comme en fait, tout est basé sur soi, quoi. S'épanouir soi, être heureux avec soi, s'occuper de soi. Non, non, non. Alors qu'il n'y a pas forcément, la notion de retransmettre. Chez nous, la transmission, elle est primordiale. C'est même pas qu'elle est primordiale, comment on dit ça? C'est le garant de notre survie. Le garant de notre survie, c'est la transmission. Toutes nos fêtes, elles sont basées sur la transmission. Et Pessah, qui est une des fêtes les plus importantes et qui est la fête de la Géoula par excellence, on nous dit, premier devoir Pessah, c'est le mot bouche, quoi. C'est Pessah, passe les informations. Explique ce qui s'est passé. Raconte à tes enfants. N'oublie pas de leur raconter. C'est ton devoir. Tu t'assois, que tu le veuilles ou non, tu t'assois pendant 4 heures et tu le racontes. Et tu parles à tes enfants. C'est la fête des enfants par excellence. Mais pourquoi? Parce que les enfants, ce sont les garants de notre avenir, de notre peuple, en fait. Donc, nous, notre but, c'est de créer des familles, de faire des enfants aussi, oui, mais pour assurer la continuité, la perpétuité, l'éternité du peuple. Or, le capitalisme, il fait le contraire. Ah non, pense qu'à toi, allez. Alors du coup, on fait moins d'enfants, on veut pas en faire parce que, attention, on doit garder nos biens, parce que ça devient hyper matérialiste, ainsi de suite. Et c'est pas le but de la création. C'est pas le but de la Torah, en tout cas. C'est pas notre but. Le but, c'est de propager le bien, c'est de profiter de la vie, c'est de se donner les uns aux autres. Donc, on n'est pas là pour s'enfermer dans sa bulle, on est là pour ouvrir la bulle. Et même plus que ça, c'est même pas qu'à notre peuple, en fait. Là, je vous parle de notre peuple parce qu'en ce moment, on est à mal, quoi. On vit quelque chose d'énorme. Mais notre but, même nos peuples, c'est de transmettre au monde entier la lumière divine, donc le bien. D'accord? Donc, plus on prend conscience de cela, et on est en accord avec nos aspirations, et on prend conscience de nos aspirations, et plus aussi on va finalement se sentir mieux, reprendre de l'énergie, reprendre confiance, parce qu'en plus, on a un but. D'accord? Donc, ça nous aide. Ensuite, deuxième élément de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de soi. Alors, elle correspond, hop, voilà, elle correspond à notre capacité à gérer et contrôler nos émotions, mais aussi à notre faculté à les adapter aux situations que nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que savoir se maîtriser, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. C'est ce qui va nous aider à faire face aux événements actuels aussi. Et plus on va développer en fait la maîtrise de soi, plus on va réussir, encore une fois, à remonter. Et pour réussir à maîtriser, j'ai envie de vous dire, nous, notre outil en tant que peuple, c'est pour gérer nos émotions, c'est de se dire, on a déjà malheureusement, on a déjà vécu des situations dramatiques et on a réussi à remonter. Donc, ne désespérons pas. Parce que qu'est-ce qui nous fait perdre la maîtrise, en fait? Contrairement à la maîtrise de soi, c'est un point, mais le contraire de la maîtrise de soi, c'est la non-gestion, c'est le débordement émotionnel, c'est l'explosion émotionnelle, en fait, de nos ressentis. Et ce qui peut nous faire exploser, c'est le désespoir, en fait. C'est la peur que plus rien ne se passe normalement, qu'on perde du terrain, enfin, qu'on perde notre pays, qu'on perde malheureusement des hommes, qu'on perde des choses. Et en fait, ce qui peut nous aider à nous maîtriser, c'est de nous dire, attends, viens que je regarde mon histoire un peu. Viens, je me concentre sur ce qu'on a déjà vécu. On a tous les éléments et on a, j'ai envie de vous dire, toutes les réponses dans notre histoire. On a déjà vécu des drames.
à notre grand désespoir, enfin, à notre grande tristesse, hein, bien sûr. Mais on en a déjà vécu et on s'est déjà relevé. Et on a continué à avancer et il en est quand même sorti du bien de tout ça. Donc, on peut réussir à se calmer. On peut remaîtriser nos émotions en nous disant, en gros, pas de panique. Pas de panique, ça a déjà été vu, malheureusement revu et re-revu, parce qu'on n'a pas vécu que la Shoah, on a vécu aussi l'Inquisition, on a vécu des pogroms de toutes sortes, de tout genre de... Donc, on a vécu et on est encore là. Et on est un des peuples les plus anciens. Les autres cultures ne sont plus là. Donc, cool. Cool. Peut-être pas, mais pas de panique en tout cas. Pas de débordement. Ça va aller. D'accord? On a de quoi s'encourager en fait. On a de quoi y croire. Donc, enfin, ça peut nous aider à maîtriser nos émotions. Troisième élément, la motivation profonde. En fait, c'est quoi la motivation profonde? C'est le pourquoi. Pourquoi je me bats? Pourquoi c'est quoi en fait, la motivation, c'est elle qui va définir notre capacité à s'engager, notre persévérance pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. D'accord? Mais nous, la motivation, j'ai envie de vous dire, on en a à revendre quand on est proche d'Hachem, quand on est dans la Torah, on en a à revendre. Pourquoi? Parce qu'on a un pourquoi. Plus on a notre pourquoi, plus on est fort. Plus on est collé à notre pourquoi on fait les choses, plus on est fort. Et pourquoi on fait les choses? Bah, tout simplement parce que notre pays, ça faisait 2000 ans qu'on l'attendait, on l'a récupéré, après énormément de douleurs, on n'est pas prêt à lâcher, pas du tout. Notre pourquoi on l'a? Parce qu'on n'a pas d'autres terres, nous. On n'a pas des milliers d'hectares, nous. On a ce tout petit pays minuscule pour lequel tout le monde se dispute, ce qui est totalement irrationnel, et on veut le garder. Et on n'a pas où aller, en fait. On n'a pas où vivre. C'est notre pays. C'était le pays de nos ancêtres. C'est là où tout a commencé. C'est le pays qu'Hachem nous a donné. Donc non, il n'y a pas ce pays-là, non. Voilà notre motivation. Voilà le pourquoi. Et ça nous reconnecte, malheureusement, ce drame-là, nous reconnecte à la valeur de notre pays, à la valeur de notre terre. Cette terre qui était aride avant qu'on arrive. Parce qu'ils ont l'air de l'oublier, mais il était marécageux, personne ne voulait habiter là-bas. Il y avait toutes sortes de maladies, quand, le choléra, le typhus, il y a eu plein de choses. Et pourtant, on est arrivé, et c'était écrit dans nos textes, que quand les Béné Israël reviendront sur leur terre, la terre refleurira. Et la prophétie s'est réalisée. Elle s'est mise à refleurir. Je vous assure, j'en parle, j'ai des frissons, c'est incroyable. Comment j'ai envie de vous dire, c'est irrationnel. Comment c'est écrit dans nos textes et ça se réalise. Et 2000 ans après, mais waouh, quel est le peuple qui a vécu une histoire pareille? Qui revient sur sa terre contre toute attente, quand tout le monde dit mais non, on ne vous redonnera pas votre terre, mais non, c'est pas à vous, paf, malheureusement, après un drame, enfin le gros drame de la Shoah, mais on nous invite à y revenir. Et on y revient, et miracle se produit. Ok, on a travaillé, on a fait notre Ishtadlout, mais la terre, là aussi, a été résiliente, elle est renée de ses cendres, elle est revenue à la vie, elle produit des fruits, et dans un désert aride, eh ben, il y a des fruits qui poussent. J'ai envie de vous dire, croyez-le ou non, mais vous le croyez puisque vous l'avez vu de vos yeux. C'est impressionnant quand même. Donc, la motivation profonde, elle y est. Ensuite, quatrième élément de l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie. Et évidemment que nous, en tant que peuple, on a énormément d'empathie les uns pour les autres. Alors, peut-être encore une fois qu'on n'a pas été assez unis ces derniers temps, cette dernière année, et que l'empathie, là, est à développer à fond. Mais je pense que malheureusement, vu le drame, on est tous dans l'empathie. On est tous dans la peine et on est tous mal de tout ce qui s'est passé. Et on a envie de prendre tous ceux qui ont vécu ça, de les prendre dans nos bras, de leur faire des gros câlins. Et il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, qui sont allés dans le Sud, qui l'ont fait, qui ont reçu, qui reçoivent encore des gens du Sud, qui développent plein d'actions pour aider. Donc l'empathie, ça nous aide. Plus il y en a, en fait, plus ça veut dire que notre intelligence émotionnelle est haute. Et je pense qu'en tant que peuple, d'ailleurs, c'est aussi ce qui nous définit en tant que juifs. On dit qu'on a énormément de miséricorde, mais il y a un mot, si quelqu'un s'en rappelle, pour dire que ce qui définit un Yehudi dans son essence, c'est ce qu'on pourrait appeler maintenant avec le terme d'aujourd'hui l'empathie, mais ce qu'on appelait la peine, rachamim, voilà. Bizarre que le mot il m'est échappé. On est Rahman, on a de la peine pour l'autre, on est très enclin à la peine. Quand quelqu'un est dans la douleur, on a mal pour lui, très naturellement. Ce qu'on appelle l'empathie. Donc chez nous, Baruch Hashem, ça ne manque pas. D'accord? Ensuite, cinquième élément, regardez comment c'est intéressant,
La maîtrise des relations à l'autre. Quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle haute, c'est maîtriser ses relations à l'autre, c'est-à-dire qu'il a une faculté à créer du lien, à communiquer, à gérer les conflits. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, c'est ce que l'on doit absolument faire pour recréer notre peuple. Et franchement, c'est ce qui se passe en ce moment. Vraiment, j'imagine que vous voyez toutes les groupes WhatsApp qui s'ouvrent, les chaînes d'action qui s'ouvrent, tout le monde à son niveau essaye d'aider, de faire, de donner, tout le monde se relie les uns aux autres en fait. Tout le monde crée du lien en ce moment. Tout le monde essaye de calmer les conflits et de se connecter les uns aux autres. Et en fait, tous ces éléments que je vous ai cités contribuent à rétablir une stabilité émotionnelle et indispensable à notre épanouissement et surtout indispensable pour nous aider à sortir du processus de douleur dans lequel on est rentré. Donc, comme vous aurez compris, ça impacte sur nos rapports avec les autres, ça interfère sur nos facultés à l'action, ça interfère sur notre capacité à mener des projets, ça influe sur notre épanouissement affectif et social, et ça pèse sur notre capacité à passer à l'action. Donc, plus on va développer tous ces éléments que je vous ai dit, mieux on va en sortir. Et c'est intéressant parce que là, je vous ai décrit, en fait, si vous voulez, les éléments psychologiques, mais en fait, au niveau émotionnel, mais au niveau, comment on va dire, spirituel, c'est exactement ce qu'on doit faire. On doit se recoller à notre pourquoi, on doit développer l'empathie, les uns avec les autres et l'amour de l'autre. On doit faire du bien et chercher à faire du bien et à rentrer dans l'action parce que nous sommes dans un monde d'action et on ne peut pas rester que dans la philosophie et les bonnes réflexions, même si ça fait du bien. On doit descendre dans l'action. Et c'est là qu'on arrivera, encore une fois, à sortir de nos émotions négatives, de nos émotions qui, malheureusement, parfois nous affaiblissent. Mais attention, les émotions sont aussi un moteur, hein, c'est elles qui nous définissent en tant qu'être humain. Mais on doit à chaque fois réussir à bien les manier pour remonter la pente. Et encore une fois, c'est cette fameuse intelligence émotionnelle qui nous aide à remonter. Enfin, c'est-à-dire que plus on augmente notre intelligence émotionnelle et plus c'est elle qui nous donne les outils pour avancer. Donc finalement, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, le spirituel et l'émotionnel se rejoignent totalement. C'est juste que je vous ai juste mis des mots, enfin, je ne sais pas si on peut dire technique, mais pour mieux définir notre rôle à jouer. Et donc, ce qui va aussi beaucoup nous aider, c'est de ne pas rester dans ce sentiment d'impuissance. Genre, je suis impuissant, c'est la guerre, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis en France. Alors, j'ai eu plein de messages de gens qui m'ont dit, mais on est en Israël, on se sent impuissant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est beau, c'est très beau cette solidarité, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est important de faire des dons, oui, évidemment, mais de se sentir utile, de créer quelque chose où on se sent dans l'action, où on sent qu'on aide nous aussi, qu'on fait notre part. Bien sûr, on ne peut pas sauver le monde, quoique, on dit que qui sauve une vie sauve un monde, mais même si on se dit, ah, mais c'est tout petit par rapport à tout ce qu'il y a à faire, ah, mais il n'y a que la politique qui peut faire quelque chose, ah, c'est pas grave. Nous, notre rôle, à chacun à son niveau, j'ai envie de vous dire au niveau au départ individuel, c'est d'allumer la lumière à notre niveau. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc, allumons la lumière à nous, notre lumière. Et là, je vous ai donné des éléments au niveau individuel pour la rallumer. C'est-à-dire pour se connecter à soi, on a besoin déjà de faire le point sur ses émotions, de les identifier, de savoir à quel point où on se trouve, d'accueillir aussi ses émotions, c'est-à-dire qu'on a envie de pleurer, on y va. Et je ne vous ai pas dit aussi, mais si on a envie de se mettre en colère et de crier un bon coup, on le fait, mais pas sur les enfants. On court dans la nature, on se met à hurler, on exprime, on parle avec une amie bienveillante, on débriefe ensemble, ça fait du bien. On parle avec même quelqu'un du monde thérapeutique, il saura aussi, il a des outils pour aider à se relever. Mais on parle, on s'exprime, on évacue pour ne pas rester dans cette situation et on passe à l'action. On ne reste pas dans un monde juste émotionnel. On passe à l'action et dans la bonne action. C'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose qui amène plus de bien dans le monde et qu'on ressent comme quelque chose de bien. C'est-à-dire même si ça peut vous sembler tout simple, tout bête, mais ça apporte énormément de faire des gâteaux à des voisines qui ont leur mari en Milwim, par exemple, si ce n'est pas le cas pour votre mari. Vous voyez ça peut avoir l'air tout simple, mais le fait que la femme reçoive ce gâteau et fasse un sourire, dire oh, merci, ça m'a fait du bien, je me sens soutenue, merci beaucoup, on se sent mieux. On sent qu'on a fait quelque chose. Même si c'est un petit quelque chose, on l'a fait.
Et surtout, ce qui est important, c'est de se reconnecter à ce qu'on aime faire et donner par ce moyen-là. C'est-à-dire que si on aime, je sais pas, on aime dessiner, on est dans l'art, et ben on dessine par exemple un dessin où il y a marqué j'ai peur de rien, Hachem est avec moi, et on l'accroche dans son quartier. Enfin, si on habite en Israël, c'est plus facile évidemment que si on est en France. Mais on l'accroche à l'école juive, par exemple. Enfin, on motive les enfants à faire des choses. On fait des dessins au Khayalim, et si on est en France, on les envoie par la poste. Si on est en Israël, on va les voir, on les donne au Khayalim, on trouve le moyen de donner. En fait, on joint la pensée et le cœur à l'action. Et là, ça va nous aider à remonter, à rebondir, à se sentir malgré tout important, utile, et on sent qu'on fait partie d'une chaîne, on est le maillon d'une chaîne. Donc, on peut faire quelque chose. Oui, on peut faire. J'ai envie de vous dire, c'est même pas qu'on peut, on doit faire quelque chose. Chacun à son niveau est important. On doit le faire. Et c'est ça qui va nous aider. Deuxième chose qui va nous aider, évidemment, la plus importante, en fait, si je puis dire, c'est de se reconnecter à sa émouna. Je vous ai parlé du fait qu'on a vécu énormément de choses dans notre peuple et on s'est toujours relevé. Eh bien, relisez les pages de notre histoire, revoyez notre histoire pour vous dire, se reconnecter à la lumière d'Hachem. Il ne nous a jamais laissé tomber. Même quand notre peuple y a cru, quand il était dans la sortie d'Égypte et que voilà, Narshan Ben Aminadab s'était plongé dans l'eau, personne ne l'a fait avant lui, enfin, personne n'y croyait, quoi. En fait, je vous remets dans le contexte, on court, on se sauve d'Égypte, après les 10 plaies et tout ce qu'on a passé, et là, on voit les Égyptiens derrière nous, devant nous la mer, on se dit, la plupart d'entre nous, on raconte que la plupart d'entre nous s'est figé, a pleuré, qu'est-ce qu'on fait là? Et Narshan Ben Aminadab a eu le bon réflexe, il a plongé. Et en fait, il s'est jeté à l'eau, je pense que l'expression vient de là, il s'est jeté à l'eau, il s'est dit, hop, on y va. Moi, j'ai confiance en Dieu. Si Hachem nous a mis là, c'est que lui, il sait quoi faire. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire, j'avance. Et bien, puisque devant moi, il y a la mer, et ben, je plonge. C'est tout, je ne réfléchis pas. Et Hachem a ouvert l'eau, on dit par son mérite. Et encore une fois, c'est encore faire parce que je sais que je l'ai déjà dit dans le cours précédent, mais c'est pas grave, c'est bon de s'en rappeler ça aussi, c'est que l'eau, elle est arrivée jusque-là. Et c'est-à-dire, elle s'est pas ouverte dès qu'il a mis le premier orteil dans l'eau. Non, elle s'est ouverte à partir du moment où lui, il a même cru qu'il allait se noyer. Et là où Hachem, il a ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir la Emouna, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que on doit se fier à lui, mais on doit montrer à Hachem que on se fie à lui, même dans la plus sombre des obscurités. Je sais que tu es là. Et même si je ne te vois pas encore dans cette situation, je sais que tu es là et que tu veilles. Et moi, je crois en toi. Parce qu'Hachem, il attend de voir, nous aussi, notre Ishtadlout. Il ne nous donne pas tout sur un plateau. Ah, ce serait trop facile. Il nous donne les choses quand nous, il voit qu'on est à fond, qu'on y croit à fond, qu'on ne le lâche pas. Et là, il dit, OK, voilà, j'ai vu que tu y croyais, alors je t'ouvre la porte. Et c'est ça l'important finalement. C'est de se reconnecter à cette émouna-là et pas de se laisser désespérer. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a en fait plus, je crois que j'avais pas continué, je vous avais dit il y a deux sortes de tristesse. En fait, oui, il y a la tristesse paralysante et la tristesse, je vais presque vous dire, motivante. C'est-à-dire que c'est la tristesse qui va nous aider à rebondir, qui ne va pas nous laisser dans un état apathique, qui va nous faire avancer, qui va nous aider à rebondir. Et ça, finalement, c'est la bonne tristesse, en fait. C'est la tristesse qui nous permet d'avancer. Et on peut avoir la tristesse, évidemment, pour tout ce qui se passe, parce que c'est terrible, mais on doit presque s'interdire d'être paralysé. On doit trouver le moyen de se reconnecter à notre émouna. Et de quelle façon? J'ai envie de vous dire la émouna pure, la émouna tamim, comme on dit. Malgré ce qui se passe, on doit maintenir notre regard sur Hachem. Et j'ai envie de finir sur une histoire très jolie, une jolie parabole. Je voulais peut-être déjà raconter, mais je l'aime tellement que je vous la raconte encore une fois et qu'elle s'adapte, je pense, complètement au contexte. C'est l'histoire d'un bébé qui est dans les bras de sa maman, un nourrisson, que sa maman allait. Et ce bébé, il fait tout un tas de pays. Euh, et, et donc, il est dans les bras de sa maman. Et alors, une fois qu'il a passé, disons qu'on est à l'époque des années 20 et qu'il n'y a pas d'avion et que pour aller de France à Israël, il faut prendre le bateau, non, qu'on a aux États-Unis et qu'on doit aller en Israël. Alors, on doit prendre le bateau, on doit marcher, enfin, c'est très, très, très long. Et, euh, et donc, le bébé arrive enfin sur la terre promise, sur la terre d'Israël, et on lui dit, ça va, t'es pas trop fatigué? T'as vécu tout ça, t'as vécu le bateau, t'as vécu la marche, t'as vécu les dangers, t'as vécu tellement de choses. Ça va, comment tu te sens? Bah, en fait, je sais pas, j'étais dans les bras de maman.
j'ai pas senti tout ça. Moi, quand j'avais faim, j'ai bu mon lait, je tétais le sein de ma maman. Mais attends, t'es sûre, quand il y avait les bateaux et qu'il y a eu la tempête et que vous avez failli tous couler et que... Ah, j'en sais rien, j'étais dans les bras de maman. Non, mais et quand vous avez marché et que vous avez dû courir parce qu'il y avait des mauvaises personnes derrière qui cherchaient à vous faire du mal, mais tu n'as pas senti. Non, j'étais dans les bras de maman. Et quand vous avez perdu vos valises et vos bagages et que tout le monde était en panique, bah non, je n'ai pas senti, j'étais dans les bras de maman. Et en fait, à l'image de ça, c'est comme ça qu'un juif doit vivre les choses. Et de se dire, moi, je ne sais pas pourquoi je vis ça, mais je sais qu'il y a un ordre divin. Et je sais que je suis dans ses bras. Il veille sur moi. Il ne m'a jamais abandonnée et pourtant on en a vécu des choses. Alors oui, parfois il m'a fait vivre des choses. Il a une raison, il y a un projet divin. Dans tout ce désordre, il y a un ordre. Lui, il sait pourquoi. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. Je me fie à son regard, je me fie à sa vie, à ce qu'il fait, à son projet. Je me fie à lui. Je me mets dans ses bras, comme ce nourrisson qui se met dans les bras de sa maman, qui est enveloppé de son amour et qui ne voit plus rien d'autre en fait. Ben, quelque part, c'est ça la Emouna Tamim, c'est-à-dire la Emouna pure, la Emouna naïve, presque, on pourrait dire. C'est je me mets dans ses bras. Je sais que si ça a eu lieu, c'est que ça devait avoir lieu et que lui sait pourquoi il a fait les choses. Et lui sait pourquoi ces personnes sont sauvées, pourquoi d'autres non, pourquoi c'est qu'elles ont fini leur mission. Je ne sais pas. Mais je sais que lui, il sait pourquoi. Et à partir de là, à partir du moment où je me colle à cette façon de voir finalement, là, je vais mieux. Je recrée finalement une stabilité émotionnelle là où il n'y en avait plus. Là où en fait, j'étais touchée par ce traumatisme. Comme je vous disais, on a tous été traumatisés par procuration. Et, ah mince, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pardon. Ce traumatisme par procuration qui en fait m'a complètement ébranlée dans mes croyances fondamentales, qui m'a complètement coupée de toute ma sécurité affective, qui m'a enlevée de tout ce que je croyais. C'est-à-dire que, par exemple, je pouvais avoir l'idée, non, ça va, l'idée que le monde n'est pas trop dangereux, la confiance dans les autres, dans mon identité, dans ma valeur peut-être. J'ai eu des gens aussi qui m'ont dit, mais moi j'ai perdu ma Emouna, comment Hachem il a pu laisser faire ça, comment c'est possible. Et donc là, ça a mis le doute sur mon identité propre, et ça, c'est le pire des drames. Du coup, je me sens en danger partout parce que je sens que je ne contrôle pas grand-chose. Je sens qu'en fait, tout peut arriver. Mais ça, c'était vrai même avant. Seulement là, c'est devenu réel, malheureusement. Là, on a l'impression que comme il y a un écran qui s'est levé et tac, la cruauté a pu refaire face. Alors qu'on se pensait protégé de la cruauté en 2023. On s'est dit plus jamais ça se reproduira autant de cruauté. Donc, c'est tout le système sensoriel qui est touché par cette identification profonde à l'autre, c'est-à-dire à l'autre, à notre peuple, à ceux qui ont vécu ça. Ben, on s'identifie totalement. On se dit, OK, c'est arrivé à lui, mais c'est comme si c'était arrivé à moi parce que c'est mon frère, c'est ma sœur. Et parce que moi aussi, je ne suis pas en sécurité. En fait, l'ennemi peut se monter contre moi aussi. Et là, on peut faire toutes sortes de cauchemars, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des flashbacks. Mais toute l'idée, c'est de se dire non. Je ne laisserai pas la porte ouverte à ça, à ces pensées-là, à ces croyances. Oui, j'ai été ébranlée, c'est normal, c'est humain, mais je reprends la maîtrise de mon être en reprenant, grâce à mon intelligence émotionnelle, en la développant et en me disant que oui, Hachem, c'est ce qu'il fait et que moi, là où moi, je ne vois que du désordre, il y a un ordre. Et Hachem sait ce qu'il fait. Et il me l'a déjà prouvé. Même si parfois, oui, à mes yeux d'être humain, ça fait très, très mal. Et j'ai pas envie d'avoir mal, en fait. Comme je vous ai dit, notre cerveau, il est programmé pour ne pas souffrir. Donc, je ne veux pas avoir mal. Mais parfois, Hachem, il sait pourquoi. Il nous met, il nous met des douleurs, quoi. Il en crée. C'est vrai. Ou il laisse, en fait, c'est pas lui qui est douleur. Il laisse le mal arriver. C'est comme si, en fait, pour moi, je le vois comme ça, on a ouvert une brèche. Par notre manque d'unité aussi. Le manque d'ardoute et de ça, ça a ouvert la brèche au niveau spirituel et ça permet au mal de rentrer. Alors que quand on est fort et qu'on est collé à notre Créateur et qu'on est collé les uns aux autres, en fait, comme une colle forte, l'amour, c'est comme une colle forte les uns qui nous collent aux autres, ben, en fait, le mal ne peut pas s'intégrer. La colère, la cruauté, la rage, la haine, tout ça, ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a la colle de l'amour qui a agi. Donc là, on doit se reconnecter à cette onde d'amour. On ne doit faire qu'un avec elle.
Et à partir de là, la lumière se rallumera. Elle a déjà commencé à se rallumer, hein. Mais on doit encore en allumer, encore en allumer, encore en allumer, pour que Bezrat Hashem ait de moins en moins d'obscurité, que les ténèbres disparaissent et que la lumière refasse vraiment surface, qu'elle éclaire tous, qu'elle éblouisse tout le monde sur son passage. Et Bezrat Hashem, on aura le srout de voir la Géoula, de voir le Mashiach et de voir le temple reconstruit. Amen, Kenny Ratsan. Vous êtes là. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez enregistré parce que Oui, ça oui. fait tellement de bien qu'on a besoin de se le répéter plusieurs fois pour que ça rentre vraiment. Je ne sais pas comment vous dire ça. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Les choses rentrent par la répétition, c'est clair. Voilà, exactement. Et en Franchement, plus, ça fait du bien. Il y a beaucoup d'informations dans ce cours. À chaque fois, c'est beaucoup d'informations. Exactement. C'est très riche, donc j'ai envie de le réécouter tranquillement, au calme, même à limite avant de dormir, pour que justement j'essaye de bien dormir et de renforcer notre bitachon et notre émouna, et voilà, ne pas oublier qu'on est nécessaire dans le maillon, comme vous avez dit. Exactement, qu'on est important, exactement. Merci beaucoup d'avoir fait ce cours. Avec plaisir. Et d'ailleurs, je en profite pour vous dire que demain, je refais un autre cours d'une demi-heure cette fois. Donc, ce sera plus concentré. Et peut-être que, de toute façon, en ce moment, ça tourne vraiment beaucoup autour du même sujet. Et je suis désolée pour celles qui ont déjà assisté aux 2 cours la semaine dernière. Et qui... Bon, je rajoute à chaque fois de nouveaux éléments. Mais je crois qu'on a besoin qu'on nous le répète. Donc, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire et ça apaise. Bon, même vous me rassurez parce que des fois je me dis oh là là, j'espère que ça fait pas trop redondant et j'aime pas du tout d'habitude pour celles qui suivent, j'essaye vraiment à chaque fois de renouveler, de pas voilà, mais là il y a trop d'éléments qu'il faut redire en fait. C'est important de les refixer. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc mais demain, vous nous enverrez l'enregistrement? Oui, bien sûr. Alors si vous êtes sur le groupe des mots sur les mots. Oui, j'y suis. Alors voilà, je vais remettre, dès que Jennifer me l'envoie, je le mets sur le groupe à chaque fois. Et c'est à quelle heure demain? Demain, c'est je vais aussi mettre sur le groupe, mais je crois que c'est à 21h. C'est bien 21h, parce qu'avant, c'est dur avec les devoirs et tout. C'est bien 21h. C'est heure française, 21h ou heure israélienne? Voilà, c'est ça. Non, je crois que c'est en France. Non, c'est en France, heure française. C'est 22h pour moi. Voilà, c'est ça. Donc 21h pour moi, donc c'est très bien. Ça me va très bien. Voilà, super. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir, de bonnes nouvelles. Plein de bonnes choses pour tout le monde et Sorot Tovod. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Alors, je vais répondre quand même à des questions. Là, je n'avais pas vu qu'il y avait des questions. Il y en a une très intéressante, justement. Si j'arrive à remonter. Voilà. Non, je suis trop remontée là. Alors, on redescend. Voilà. Comment ne pas avoir de culpabilité quand d'un côté, on veut aider, être utile, de l'autre côté, on n'a plus de force. Pardon, ça va trop vite quand ça redescend, je ne sais pas comment. Baisse de tension, on se sent impuissant. Bon, je l'avais lu, donc j'ai... Voilà, c'est un peu ça la question. Et en fait, l'idée, c'est important comme question. C'est sûr que, en fait, là, ce que vous me décrivez pour moi, vous êtes peut-être encore en phase de sidération, de peur. Et donc, du coup, forcément, vous avez du mal à plonger dans l'action. Et c'est encore plus, comment on va dire, angoissant finalement de se dire, ah là là, j'arrive pas à bouger. Et tous les autres, en fait, on est glacés, paralysés. Et tous les autres autour de nous, ils s'activent, ils bougent. Et donc là, malheureusement, ça augmente en fait notre dose de peur, d'angoisse. Et ça, c'est pas très bon non plus. Alors là, l'idée que je vous dirais justement, et j'espère que ce cours vous aura aidé à ça, c'est vraiment de prendre un papier et un stylo, d'écrire ce que vous ressentez, d'écrire vos émotions, de les évacuer. Parce que quand vous me décrivez aussi ce que vous ressentez au niveau physiologique, c'est qu'en fait, pour comprendre que le corps, il exprime que il exprime notre mal-être émotionnel, en fait. Ce qu'on n'a pas réussi à gérer émotionnellement, c'est le corps, en fait, ça n'a pas où aller. C'est comme si ça imaginait une boule de feu qui se balade et qui ne sait pas quoi faire d'elle-même, hop, elle se met sur le corps, en fait. Donc, elle ne disparaît pas, elle ne s'évapore pas toute seule, il faut qu'on l'aide, mais elle se met sur le corps. Donc, notre corps, il réagit en fonction de cette douleur-là. Donc, plus la douleur, on la fait tomber dans le monde fini, c'est-à-dire que cette douleur au niveau émotionnel, si elle reste dans nos têtes, si on cogite, si on rumine, si on est sans cesse dans des ruminations ou dans des angoisses ou dans des peurs ou dans des anticipations anxieuses de ce qui pourrait bien nous arriver et ainsi de suite, en fait, on ne peut plus avancer. Donc, l'idée, c'est au contraire de les écrire. Alors, je vous disais, pourquoi le monde fini et le monde infini? Parce que quand c'est dans notre esprit, l'esprit, d'accord, c'est le monde infini, par définition. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, l'imaginaire va très, très loin. Et quand l'imaginaire est dans le positif, c'est bien, ça nous aide. Mais quand l'imaginaire est dans le négatif, c'est affreux. Ça va très, très loin et très, très vite. Et ça va tout droit, comme je vous disais, dans le scénario catastrophe, mais tragique, dramatique et affreux. Donc, on ne peut pas bouger.
Et comme, je vous rajoute encore un élément, comme notre cerveau émotionnel ne fait pas de distinction entre l'imaginaire et le réel, bah, automatiquement, le corps émotionnel y croit. Il se dit, mais oui, ça va se passer. C'est-à-dire que nous, on se fait des films et notre corps émotionnel se dit, ça va passer, ça va se réaliser en gros. Donc, on est encore maintenu dans cet état de peur. Donc, l'idée, pour arrêter ces scénarios catastrophes, déjà, c'est d'en écrire, c'est d'écrire, parce que là, quand on va écrire, ça va tomber dans le monde fini, le monde d'ici, en fait, le monde concret. Donc, vous allez écrire vos peurs, vous allez écrire ce que vous ressentez, vous allez identifier vos émotions et vous allez mettre des mots dessus. Et Bezrat Hachem, ça va déjà redescendre votre niveau de tension intérieure. Ensuite, un autre élément, un autre exercice que je peux vous donner, c'est de créer un scénario, non pas catastrophe cette fois-ci, mais un scénario très positif, un scénario utopique. Un scénario où, ça y est, même ceux qui sont en otage reviennent sains et saufs, sans traumatisme, sans rien. En fait, ils ont été gâtés. Vraiment utopique, ça veut dire qu'il n'existe pas dans la réalité. Mais pour notre cerveau, encore une fois, pour notre cerveau émotionnel, c'est comme si ça s'était passé. Donc, ça va, vous allez voir, faire redescendre quand même de la tension. Vous imaginez donc que des choses incroyables, comme quoi les morts ne sont pas morts, les vivants sont encore là, tout le monde est plein d'énergie, on a une terre qui refleurit à fond, on a plein de bébés qui naissent. Voilà, vous imaginez que de la joie, de la joie, de la joie. Et à partir de là, vous allez voir que ça va, même si vous n'y croyez pas encore, d'imaginer le positif va vous aider à contrebalancer le négatif. Et ensuite, c'est comme en fait 3 colonnes, mais dans votre cerveau, mais vous pouvez les décrire. Donc il y a le scénario catastrophe qui vient naturellement et qui est enclenché par l'instinct de survie en réalité. Vous imaginez le scénario utopique et ensuite vous faites la part des choses et vous dites ok, scénario catastrophe, allez, on va dire peu de chance pour que ça se réalise, Bezrat Hachem. Scénario positif, malheureusement peu de chance aussi, mais par contre entre les deux, qu'est-ce qui peut se produire? Et bien ce qui peut se produire, c'est que oui, il y a une guerre. On va faire en fait un scénario réaliste qui se situera au milieu de ces deux scénarios. Surréaliste dans les deux cas, d'accord? L'un dans le négatif, l'un dans le positif. Et donc, vous imaginez un scénario intermédiaire, mais plus réaliste, où oui, il va y avoir la guerre, mais on va quand même s'en sortir, on va vaincre quand même notre ennemi, on espère pour toujours, mais souvent ce qui arrive chez nous, c'est que c'est pour un temps, et la paix va revenir, on va s'entraider les uns les autres, et on aura tiré des leçons de tout ça, où on va essayer de créer l'arbre, par exemple. Vous voyez? Et là, déjà, ça va vous permettre de vous calmer. Et après, Bezrat Hachem, vous allez pouvoir rentrer dans l'action. Après tous ces exercices, Bezrat Hachem, vous allez réussir à sortir donc de cette culpabilité et à moins l'entretenir aussi, parce qu'en plus, parfois, on l'alimente, et à revenir dans l'action. Et si toutefois, avec tout ce que je vous donne là, comme astuce, vous n'y arrivez pas, alors je vous conseillerais de consulter. Il n'y a rien de mal, même en une ou deux séances, déjà, vous pouvez vous sentir énormément, en fait, beaucoup mieux parce que vous aurez vidé votre sac, parce que vous seriez senti comprise, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait une reformulation de ce que vous avez dit. Et ça vous permet aussi de faire passer du monde infini au monde fini, mais en même temps, ça a l'avantage d'être rassuré par quelqu'un, en fait, de concret, quoi. C'est moins... On n'arrive pas à le faire seul. Parfois, on n'arrive pas à faire les choses seul et ça se comprend, surtout vu la situation. Et ben, vous voyez la personne, vous parlez, vous exprimez, elle vous aide, elle vous dirige, vous faites même si c'est les mêmes exercices, mais avec quelqu'un, ça vous aidera. Et après, Bezrat Hachem, vous verrez que ça ira mieux, Bezrat Hachem, et vous pourrez aller plonger dans le monde de l'action et ça ira. Voilà, ça ira mieux, Bezrat Hachem. Ah, comment rentrer dans le groupe des mots sur les mots? Alors, je vais... Attends, comment on fait ça déjà? Vous connaissez moi la technique. Je vais l'envoyer à Jennifer, le lien, et elle va vous l'envoyer. Donc, Jennifer, vous êtes là, je vous mets au boulot encore? Oui. Oui, c'est bon. Alors voilà, je vous envoie le lien du groupe. Les mots, attendez une minute, je le copie. Et je vous l'envoie si vous pouvez le mettre là. En fait, je pourrais le faire, mais je ne suis pas sûre de y aller. Enfin, en fait, je peux le faire, mais je vais mettre plus de temps. Alors, je préfère vous l'envoyer. Tac, tac, il est invité. Voilà, copier. Hop, Jennifer en WhatsApp. Voilà. Vous allez le recevoir là même pas 2 minutes. Voilà. Voilà, Jennifer, vous avez vu je vous l'ai envoyé. Si vous pouvez le mettre sur le chat de réunion là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, allez-y. Alors voilà, je vous attends. Oui, bien sûr. Excusez-moi, merci beaucoup. Avec Vraiment, plaisir. c'est magnifique, c'est vrai.
Alors, voilà, j'ai une question. Si par exemple on fait un scénario utopique, Oui. que finalement, mais pas pour cette situation, je parle pour par exemple, une situation, pas pour une situation actuelle, mais pour une situation Mhm. personnelle, hein, comme ça, Oui. et que Oui. malheureusement, ça ne s'arrange pas, voire peut-être ça s'empire. Est-ce que Ah, après, la situation va pas être, euh, comment dire, eh ben, erroné. on a été utopique, mais on n'a pas eu le temps d'arriver au moyen, c'est-à-dire, comme vous avez dit, il faut arriver au milieu. Une action. Ah oui, Et, oui, 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 et oui. donc, on n'a pas eu le temps, parce que la situation, on a essayé d'imaginer un scénario utopique, et Oui. le scénario intermédiaire n'a même pas eu le temps d'arriver que ça empire. Et donc, après, eh bien, la réaction, c'est-à-dire après, on est encore plus déçu, on est encore plus désarmé, et on Ah baisse oui. les bras. Ou alors, souvent, on écoute des cours en nous disant il faut accepter la situation. Alors, accepter, Ah oui. ben, on accepte, mais en même Mhm. temps, on n'arrive pas à agir. Comment il faut faire dans ce cas-là? Voilà, On n'arrive pas à accepter. Alors, attendez, mais là, si je bon, comprends bien, c'est une situation qui a lieu, qui est donc là, qui se passe. oui, Vous, qui pour vous perdure, calmer, on va dire, c'est depuis pas, longtemps, on va dire. elle a lieu depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de scénario catastrophe. Là, on n'est pas dans le schéma où vous vous imaginez un scénario catastrophe. Quelque part, vous êtes dans la vie réelle, un peu en train de vivre quelque chose de très dur. C'est ça? Voilà, exactement. D'accord? Donc là, alors là, c'est encore une autre situation. C'est-à-dire que quand je disais le scénario catastrophe contre le scénario utopique pour contrebalancer, je parlais en fait au niveau imaginaire, quoi, quand on veut calmer nos émotions internes. Maintenant, là, ce que vous Oui, m'exposez, c'est que vous vivez une situation extrêmement difficile à vivre et vous vous sentez peut-être impuissante face à la situation. Et donc, vous vous dites, bon, bah, peut-être que je peux me créer un scénario utopique pour redescendre le stress, enfin, et après un scénario voilà, intermédiaire, comme j'ai dit, pour pouvoir mieux gérer la situation catastrophe. C'est ça que vous oui, vous dites. Sauf que là, en fait, c'est un peu différent parce que vous êtes déjà dans la situation, malheureusement, catastrophe. Donc, même si, attendez, même si vous imaginez une situation plus réaliste, ça ne va pas suffire à vous aider. Ce qui peut peut-être vous aider, c'est par contre d'essayer même de vous l'écrire la situation je sais pas, en 3 phrases et de vous dire oui, qu'est-ce que je peux, moi, à mon niveau, peut-être, oui. qu'est-ce qui est sous mon contrôle, en fait, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Mhm. Et le fait de vous dire, alors vous allez dire, disons, même si c'est, je ne sais pas, 5% qui est en votre pouvoir et 95% qui n'est pas du tout en votre pouvoir, mais le fait de le réaliser normalement, de se dire, en fait, ça, je ne peux pas maîtriser, ça, je ne maîtrise pas. Donc la situation, elle est dramatique, mais ce n'est pas dans vos mains. Et bien, quelque part, vous me direz, mais comment on dit ça? Ça décharge, Mais c'est-à-dire ça on veut se dit, dire en fait, je ne peux rien faire. de circonscrire le problème. C'est-à-dire de Ah, dire, voilà, il y a 5%, je le circonscris, mais dans ces 5%, je peux agir au moins sur ces 5%, c'est ça. voilà, voilà, voilà. Parce que je Oui, l'ai circonscrit, en fait. C'est un petit peu ça. Je sais pas si j'ai bien compris, hein. oui, 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 je crois que vous avez bien compris, mais dites-moi la dernière fois, je l'ai mal entendu. Bah, en fait, sur ces 5% qui sont, on va dire, où j'ai le contrôle, Oui, euh, oui. si j'ai bien compris, ça veut dire que là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais agir? Quelles actions je vais faire sur ces 5%, c'est ça? Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, ces 5%-là, je les définis. Et, Oui, euh, et qu'est-ce que je peux faire dans ces 5%, enfin, qui est en mon pouvoir? Disons, je réalise que j'ai 5% de mon pouvoir, qui sont en mon pouvoir. Alors, OK, sur oui, ces 5%, je vais agir. Le reste n'est pas à moi puisque ce n'est pas dans mes mains. Je ne peux rien y faire. Et ça aide justement à arriver à l'acceptation. Vous parliez d'acceptation tout à l'heure. C'est ce qui nous aide en fait. C'est à redéfinir où est ma force en fait d'action et où elle n'est pas. Parfois, en fait, on se perd. On se dit, mais je dois pouvoir bien faire quelque chose, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais en fait, non, il y a des moments où on ne peut pas. C'est pas dans nos mains. Et quand on réalise que c'est pas dans nos mains, c'est une akala pour nous. C'est-à-dire c'est un allègement parce que même si c'est vrai, la situation elle reste toujours dramatique, mais le fait qu'on réalise qu'en fait, on peut rien y faire, ça nous remet nos limites. Ça fait peut-être mal, mais ça nous calme. Paradoxalement, de l'autre côté, ça calme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. oui, Si je vous prends oui, un exemple bête, je vous prends un exemple bête pour illustrer ce que je veux dire, vous allez me dire si ça vous parle. Disons que je suis dans un embouteillage, je suis dans un nouveau boulot et j'ai pas le droit d'arriver en retard parce que je viens nous, mais je viens de perdre 3 boulots là et je ne peux pas me permettre de perdre le 4e. Et malheureusement, paf, embouteillage sur la route, je suis hyper en retard. Alors, il y a plusieurs réactions possibles, mais on sait que la plupart d'entre nous, quand on est dans un embouteillage et qu'on sait que c'est primordial d'arriver à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'énerver. On va
on va Oui. dire, oh, c'est pas possible, je sais pas, on va crier sur tout le monde là, dans les voitures, là, on va leur klaxonner à fond. Mais en fait, c'est pas du tout productif, c'est pas constructif, ça sert à rien en fait, parce que les gens aussi sont pris dans le bouteillage, bon, c'est pas dans nos mains. Mais disons qu'on Oui. est dans la voiture, on se dit, bon, je raisonne 2 minutes là. Je suis en retard, je risque de perdre mon vol, c'est un fait, c'est vrai, ça fait mal, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce qui serait utile de faire et qu'est-ce qui est dans mon pouvoir. Enfin, je peux pas voler au-dessus des voitures, ça je peux pas le faire. Ça, je peux pas avancer. Par contre, je peux prévenir mon patron, ça oui. Je peux faire du mieux que je peux pour avancer, oui. Je peux faire un téléphone pour avancer plus vite, oui. Mais c'est tout ce qui m'est donné de faire. Bon, bah, j'accepte mieux. C'est-à-dire, je me dis, bah, ok, bah, j'ai compris mon pouvoir. Bah, voilà. Mais ça, et puis j'accepte que bah, oui, je vais arriver en retard, c'est un fait, mais qu'est-ce que je peux faire pour un petit peu amortir le choc du retard qui me ferait mal voir de ma société, par exemple, enfin, de mes. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, très très bien. Oui, 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 maintenant je Voilà. comprends mieux. Voilà. Merci beaucoup. Oui, oui. Avec Donc ça veut plaisir. dire que c'est-à-dire le fait que moi je puisse noter, je vais faire ça et ça et ça et le faire, Voilà, ça donne de l'élan, en fait. exactement. Et ça nous calme émotionnellement parce qu'on se dit, bon, bah, j'ai quand même pu faire quelque chose, mais je sais que l'autre partie n'est pas à moi. Donc, ça sert à rien de m'exciter comme une puce, comme celui dans la voiture qui se dit, mais ça sert à quoi en fait? Pourquoi tu t'énerves? Enfin, quand on réalise avec soi-même, hein, même. Et à quoi ça sert? Tu Oui, t'énerves, en fait, tu peux rien faire, c'est pas ta faute, il y a un accident devant, qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez? tout Et, à ben, fait. mais même, et Beaucoup. voilà, et même l'étape d'après, c'est de relativiser, disons. Voilà, je vous pousse encore un petit peu et vous me direz si ça s'applique à ce que vous vivez. Mais celui qui est dans la voiture, il voit l'accident par exemple, il se dit bah ouais, je peux rien faire, bon bah je vais prévenir mon patron et je vais me calmer. De toute façon, c'est même pas dans mes mains. Et puis la situation elle est comme elle est, elle me la saute. Et après, il va regarder l'accident, il va se dire bon, bah au Hachem, je suis pas dans l'accident, ça aurait pu être pire. En fait, de voir un degré au-dessus, bah ouais, ça aurait pu être pire. Et ben ça nous calme ça aussi. Et d'être dans la gratitude, bah finalement, heureusement que je suis pas dans l'accident et que je suis juste dans l'embouteillage. Vous voyez, Oui, ça permet quand même de relativiser et donc d'être moins énervé à l'intérieur, d'être moins sous tension. oui, d'accord. Merci beaucoup. Comme par exemple dans la situation actuelle, si Ouais. je suis complètement, Oui, on ne sait pas s'il faut pleurer. On pleure ouais. des fois Mm. on est mal, on a mal, j'ai mal à l'estomac. Moi, j'ai très mal, Ouais. j'ai Ah oui. l'estomac un peu pas un peu, mais noué. Ça m'a commencé à m'inquiéter. Ouais. Et je me dis, je vais faire des télim, mais je peux faire plus. Je me dis, il y en a un, il est resté 60 heures au combat. Et moi, je lis quelques télim, je m'épuise sur mon Ouais. canapé. Ça Ouais, alors, me fait de la peine, c'est-à-dire ça me. Je sais pas ouais, je comprends. comment Mais ça. alors, ça faut essayer ça, c'est des pensées négatives qui détruisent votre action. Ça, c'est du Yetzirara pur et dur. Parce qu'en fait, Ah vous êtes en bon? train de faire mais c'est bien. Et vous allez vous comparez un combattant sur le front qui a peut-être pas votre âge, qui a pas vos capacités, qui est complètement différent. En fait, c'est ça de se dire, mais chacun à son niveau fait ce qu'il peut et il n'a pas à se comparer à l'autre. Bien sûr que lui, il a fait des choses extraordinaires, mais on n'a pas tous cette capacité non plus, en fait. Hachem, il a distribué les capacités à chacun selon ce qu'il pense utile, vous voyez? Et vous ne pouvez pas savoir si au combat, vous n'aurez pas réagi autrement, parce qu'aussi au combat, on a des forces décuplées. Oui. Je vois, mais à se dire toujours ça, et on se dire, bon, bah, les autres, ils ont qu'à lire, ou on se dire, Ah, non, non, oui, il faut se dépasser quand même. Oui, oui, non, vous avez raison. Mais voilà, je veux c'est dire ça, de. on ne veut pas devenir un héros, je veux dire, mais à se dire, bah, s'il n'y en avait pas qui ont fait des efforts pour devenir un héros, je veux dire, il n'y aurait pas eu de. Oui, oui, c'est vrai. Non, il faut se dépasser, mais il ne faut pas s'accuser. En fait, dans ce que j'entends quand vous vous parlez à vous-même, c'est que vous vous accablez, vous vous accusez. Et ça enlève les forces. Vous pouvez vous dire, je m'inspire. Ah bah lui, il a quand même réussi à faire 60 heures de combat. Bon, tu sais quoi, je vais rajouter encore 2 télim alors que je n'avais plus la force. Allez, il m'inspire, lui. Il a tellement une force que moi, je peux bien avoir de la force sur mon canapé, comme vous dites. Eh ben alors, je peux quand même un peu continuer. Mais pas vous accabler en vous disant, franchement, t'étais vraiment nul, toi. Hein. Enfin, oui, c'est ce que j'entends dans ce que vous me dites, hein, d'accord? Ça, en fait. Je suis pas capable de. C'est pas possible, je suis incapable. Mais Je fais non, trois, mais j'arrive pas. ça enlève les forces. Pas bon. Ah, ça enlève les forces, d'accord. Et oui, Et à ça, ce moment-là, est-ce qu'on va tenir sur le long terme? C'est-à-dire que c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que on, on va nous demander de tenir sur le long terme. Là, de toute façon, aux informations, c'est ce qu'on entend. Je ne veux pas monopoliser la parole, excusez-moi, hein. oui, Mais comment on oui, va oui, faire maintenant, on va essayer de faire les exercices que vous avez donnés et oui. que vous nous avez. C'est vraiment trop, trop mignon. Mais en même temps, on va faire pour qu'on puisse tenir, voilà, sur le long Tenir. terme, c'est-à-dire pour qu'on puisse tenir sur nos actions. Comment on va faire?
Mais en fait, Sans- faut être régulier. Faut en faire. En fait, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que parfois, quand on s'engage, par exemple, à faire des télim ou quoi, alors au début, on a une éclat à voûte, comme ça, on est enthousiaste, on se dit ouais, non, non. Et on est Oui. dans l'énergie parce que malheureusement, il vient de se passer tellement des choses énormes. Voilà, l'émotion nous porte. Et puis après, l'émotion, elle redescend quand même. Le quotidien nous rattrape, et ainsi de suite, la routine, ainsi de suite. Et là, ce qui est important, c'est aussi de se prendre des objectifs réalisables. Pas trop au-dessus de nos forces non plus. Par exemple, si on se prend le livre de télim à faire tous les jours, alors qu'on sait très bien que en temps normal, on n'arrive même pas à en faire un, c'est un peu trop. C'est un peu trop, trop, trop par rapport à la réalité qu'on vit et par rapport à ce qu'on est, on se sait capable. Donc, il faut prendre un cran dessus. Si par exemple, on avait l'habitude de faire, je ne sais pas, les télims du jour, bah, on se dit, OK, bah, je fais un peu plus que les télims du jour. Si on avait l'habitude d'en faire, je ne sais pas, 5, bah, on se dit, j'en fais 7. Et comme ça, on va tenir sur la longueur. Vous voyez, mais si on, normalement, on va tenir. Et puis, s'accorder un temps bien de se dire, voilà, je me réserve. En fait, l'important dans tout d'ailleurs, c'est la régularité et la constance. Il vaut mieux Ah, faire une action qui a l'air de rien, genre, je sais pas, 10 minutes par jour de fila, ça a l'air de pas beaucoup, mais tenir sur toute l'année, Naïve, que d'en faire une fois 30 minutes et enfin, ou 1 heure, ou j'en sais rien, et puis après plus rien. C'est pas bon, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie, même 10 minutes par jour, ça nous transforme de l'intérieur, en fait. Ça nous renforce à nous, en fait. Et bien sûr, ça apporte du bien dans le monde, on le sait, mais à part ça, même à nous, ça nous aide à changer de l'intérieur. Donc, quand on fait 10 minutes, après, au bout de même 1 mois, 2 mois, ben, on aura envie de faire plus que 10 minutes. 10 minutes, pour nous, ce sera comme dire bonjour, ce sera très facile. Donc, après, on ah, pourra augmenter la dose à 15 minutes. Vous voyez? Donc, ce qui compte, c'est d'être régulier et commencer, même petit. Chaque pas est important. Petit à petit, petit à petit, d'accord, on va augmenter la dose et on va durer sur le temps. Vous d'accord. voyez? Beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous voyez, vous n'avez pas monopolisé la parole. Quelqu'un dit merci, même j'avais les mêmes questions. Voilà, en gros, Ah oui, c'est trop mignon, c'est très voilà, gentil. voilà, avec Merci beaucoup. plaisir. Avec plaisir. Vraiment. De bonnes nouvelles, Bezrat Hachem, chez tout le monde. Amen, amen, amen. Pour Amen. vous, tenez-vous prêts. Amen. Amen. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup Protection pour de tout l'âme Israël. Amen. Kenirasan, en ce Rosh Chodesh, Bezrat Hachem, que tous les décrets soient annulés, tous les mauvais décrets soient annulés, et qu'au contraire, qu'il y ait des bons décrets sur l'âme Israël. Amen. 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 Excusez-nous pour l'heure. Oui. Merci. Avec plaisir, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. Alors, alors, attendez, juste je réponds à d'autres questions. Possible d'utiliser ces démarches pour beaucoup de sortes de difficultés? Oui, bien sûr, tout à fait, complètement. Ensuite, est-ce que... Oh, non, j'y arrive pas. Ça va ou trop haut, ou trop bas. Il y a une question sur l'école, je crois que c'est comment rassurer les élèves. Alors, ce qui serait bien pour rassurer les élèves, évidemment, c'est d'abord de leur parler Emouna, de toute façon, et être très positive avec eux, très rassurant. Et deuxième chose, et ça c'est une chose très importante, je la fais courte, mais bien sûr à développer avec les élèves et faire des cours. Je pense qu'il faudrait intégrer 1 fois par jour un cours de Emouna. C'est très important, un cours d'histoire juive, un cours sur ce qu'on a vécu en tant que peuple. Rappeler à nos élèves de quel peuple ils viennent en fait, tout simplement. Ça a l'air simple, mais c'est hyper important et ça s'imprime dans les mémoires. Et surtout, un enfant, il est en pleine construction, donc tout s'imprime dans sa mémoire. C'est maintenant qu'il faut vraiment lui rentrer de bonnes croyances. Et, et autre chose aussi, le rassurer au niveau technique, lui dire, voilà, j'ai entendu dire normalement qu'il y a des sécurités qui sont mises dans les écoles juives et tout ça, donc lui dire, tu t'inquiète pas, on a mis des sécurités, on fait attention, on est conscient, on est présent, les adultes sont là et gèrent et veillent. Vraiment essayer au maximum de leur donner des piliers, des repères sécurisantes où ils peuvent voilà, se rassurer, leur dire par exemple, je ne sais pas si c'est permis, mais disons, j'invente, mais dire par exemple, tu as le droit au téléphone, si tu as peur de quoi que ce soit, tu peux appeler. Si tu as le moindre problème, tu viens me voir en classe et tu m'expliques ce qui te fait peur. Si tu entends un bruit, si tu vois un objet suspect, tout de suite tu le dis, tu ne gardes pas ça pour toi. Vous voyez, qu'ils sentent qu'il n'est pas tout seul déjà à se soucier de la sécurité et qu'il y a des éléments sécures dans l'école qui sont mis en place pour la sécurité, justement. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Voilà. Ah non, comment rassurer des élèves qui ont peur en France dans les transports? Ah oui, non, c'était pas dans l'école. Ce sont des élèves du collège. Voilà, ça a sauté. Ouais. Alors, dans les transports, Emouna, là, parce que franchement, je comprends qu'ils aient peur. Enfin, ça se comprend. Il faut leur dire qu'on les comprend déjà et être empathique. Et après, pareil, lui dire, en fait, lui montrer
les éléments qu'il a pour se défendre, En fait, plus on prend conscience et on confiance aussi en nos capacités de défense et d'être, en fait. En fait, dans toutes ces situations, on se sent impuissant. L'idée, c'est de prendre conscience de notre part de puissance, finalement. Où elle est, cette zone de puissance? Et se dire, bah, je sais courir vite, par exemple, au cas de danger. Voilà. En cas de danger, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça, la peur, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Encore une fois, la peur, elle vient pour nous protéger. Donc, il faut entendre son message. Le message de la peur de ses élèves, c'est « Mais en cas de danger, je fais quoi, moi? Je me sens impuissant, je suis un petit garçon, je suis un jeune garçon, je suis un jeune adolescent. » Donc, lui dire « Est-ce que tu as déjà vécu des situations dangereuses ?» Il va vous dire « Oui, non. Bon, sinon, déjà vécu, comment tu t'en es sorti? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lui faire reparler de ça et lui faire prendre conscience que il a réussi à agir. S'il a réussi à agir, c'est très positif, ça va l'aider à remonter. Ben là, c'est pareil, c'est lui dire tu vois le moindre, d'abord, sois assez vigilant, regarde bien autour de toi, prends des précautions à l'avance, essaye par exemple, bon après ça c'est une question des mouna ou pas, hein, je ne veux pas interférer là-dedans, mais par exemple dire si ça te rassure plus, tu peux mettre une casquette au lieu de mettre la kippa et les titites dehors, ben rentre-les, mais il y en a d'autres qui diront au contraire, je sens la présence divine quand j'ai des titites sorties. Ça c'est vraiment très personnel, mais pour ceux qui ont peur, bah, ok, bah, rentre tes titites, fais un télim avant de partir, prends une pièce de la zdaka que tu mettras une fois arrivé à l'école. Sache aussi que si jamais quelqu'un, tu vois qui court vers toi ou qu'il a un regard un peu bizarre, tu pars de l'autre côté, tu cherches une femme ou quelqu'un, enfin, bien qu'en France, il paraît que les gens ne sont pas très coopérants pour se défendre, mais ouais, ils sont pas trop, ils sont plutôt dans la non-assistance à personne en danger. Je sais pas, lui inscrire le numéro de téléphone de la police ou ouais, bon, la police aussi, ou de quelqu'un, ou du bétard, j'en sais rien, un organisme juif qui sera prêt à rappliquer si jamais il y a le moindre problème. Vous voyez, lui donner quand même un sentiment de sécurité dans toute cette insécurité. Lui dire, tu vérifies où est la bouche de métro la plus proche, tu prends le métro, tu te mets pas, par exemple, devant la rail, là, comment on dit ça, devant la rail du train, là, les quais. Tu te mets plutôt tu attends que le train arrive pour te mettre dans un wagon, mais avant ça, tu restes éloigné des rails. Voilà, en fait, vous lui montrez plusieurs précautions, que bon, moi, je ne les connais pas toutes, mais vous pouvez regarder, je suis sûre, sur Internet, vous allez en trouver, et lui dire de prendre ses précautions. Déjà, ça rassure. Déjà, quand on sait qu'on a quelque chose dans nos mains, qu'on connaît les règles de sécurité, ben, ça nous fait beaucoup de bien. Et Bezrat Hashem, qu'Hachem les protège tous, et qu'il ne se passe rien, bien sûr. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un danger, mais plus on sait qu'on a une certaine maîtrise de certaines choses, et mieux on se sent. Bezrat Hashem. Voilà. Et puis, rappelez aussi, hein, je vous rajoute encore un élément, c'est que même quand on prend la voiture, nous, personne n'est à l'abri d'un accident de voiture, par exemple. Et pourtant, on n'est pas tous morts après avoir pris la voiture. Vous voyez, il y a aussi des peurs qui sont, elles sont justifiées, mais elles sont, comment on va dire, des fois, c'est vraiment le contexte qui nous met dans des angoisses et que il faut relativiser. Il y a des dangers, mais il y a aussi des dangers quand on prend la voiture, quand on traverse une route, voilà. Donc, bon, là aussi, c'est de la émouna de se dire quand il doit nous arriver quelque chose, il nous arrive, et quand il ne doit pas arriver, il n'arrive pas. Hachem est là, il veille. Voilà. J'espère que tout ça, voilà, ça vous a apporté. Merci en tout cas pour aussi l'énergie que vous me transmettez, pour le retour que vous me faites. Ça me donne aussi, moi aussi, des forces. Donc, merci à vous aussi. Vraiment, merci. Et Bezrat Hashem, on va se tenir au courant avec Jennifer, mais je pense qu'on va, le temps que toute cette situation se calme, on se revoit lundi prochain, je pense. Et on approfondira, on verra comment vous vous sentez aussi, Bezrat Hashem. Et je vous confirmerai par le groupe. Et à part ça, comme je vous ai dit, demain, je donne un cours. Donc, je vous mettrai le lien sur le groupe des mots sur les mots. Et Jennifer, dans sa grande gentillesse, l'a mis sur le chat. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, avec grand plaisir. Voilà. Une très bonne soirée à toutes, une bonne semaine, un bon Chodesh, Bezrat Hashem, Mamash, que tous les mauvais décrets soient annulés, Amen, et que tous les bons décrets, au contraire, soient appliqués. Amen. Amen, amen, amen. Amen.